Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques nouvelles, quelques faits divers, quelques actualités. On est le dimanche 19 et on est en direct. Alors, un premier truc, c'est le Pipigate. On a deux députés insoumis qui révèlent leur plan révolutionnaire pour qu'il y ait des toilettes pour tous. Derrière la blague, effectivement, il y a un véritable problème. Moi-même, j'en discutais il y a peu avec un camarade de lutte. Quand tu es dans une ville, que tu as envie de faire une petite ou une grosse commission, bah souvent, il n'y a pas de, de toilette. Et tu me diras, bah t'as bien un troquet, t'as bien un établissement quelconque où tu pourrais aller faire ta petite chose. Mais faut-il souvent consommer pour avoir accès aux facilités? Et oui, donc c'est un petit peu le bordel. Et donc on a deux élus de la France insoumise qui ont décidé de prendre ce problème à bras le corps. Et ils font ça dans le cadre de la journée mondiale des toilettes. On a le député de la France insoumise, François Piquemal, qui, lui, n'a pas hésité une seule seconde à tirer la chasse sur le manque d'accès aux toilettes publiques en France. Et effectivement, il pose une proposition de loi pour un, entre guillemets, accès égal et gratuit au cabinet et fait ainsi son entrée sur la scène politique avec fracas. Parce que c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, je n'avais pas entendu parler de François Piquemal. Bon, sa spécialité, c'est le papier toilette, il semblerait, et pas autre chose. En tout cas, ce monsieur Piquemal déclare on peut sourire, mais c'est sérieux. Soulignant que cette question concerne la santé, l'égalité et même l'écologie. Bon, peut-être parce que gaspiller du papier toilette, c'est mal. Oui, gaspiller du papier toilette, c'est mal. Piquemal veut que chacun ait le droit à ses instants d'intimité dans l'espace public et dénonce que près des 3/4 des communes françaises ne sont pas bien équipées pour cela. Son idée géniale, c'est laquelle? Eh bien, établir un ratio minimal de toilettes en fonction du nombre d'habitants. Et il en rajoute plus de conditions d'achat pour l'utilisation des toilettes, c'est ce que je vous disais, dans les établissements recevant du public. Fini les négociations au petit coin. Parce que c'est vrai, t'as envie de faire pipi, on va te demander une pièce. Essaye d'aller dans une gare et d'aller aux toilettes gratuitement. Non, 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 si t'as pas ta pièce, hein, bah, tu peux pas rentrer, tu peux te faire dessus. Hein. Bon, à noter qu'aucune date n'a été fixée pour étudier cette proposition, mais François Piquemal prévient. L'important pour l'instant, c'est d'en parler. Toilette, quand tu nous tiens, décidément, parce que tout le monde a besoin d'aller faire son petit popo. On va regarder un petit peu l'intervention de nos deux loustiques. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence de presse du groupe La France Insoumise avec ma collègue Mathilde Dignet, députée d'Ille-et-Vilaine, et moi je suis François Piquemal, donc député de Haute-Garonne. Alors tout de suite, on voit que ce monsieur a une présence. Hein. Je pense pas qu'il ait été élu pour ses discours. Peut-être pour son programme. Et on a l'honneur de vous présenter notre proposition de loi concernant l'accessibilité aux toilettes publiques. Pourquoi maintenant? Parce que le 19 novembre, c'est la journée internationale des toilettes. Et c'est un problème mondial puisqu'on estime que quasiment un tiers de l'humanité n'y a pas accès. Mais en France, qu'en est-il? Eh bien, sur les 36 000 communes, salut Déomus. Il y en a les 3/4 qui ne sont pas dotées de toilettes publiques. Alors comme ça peut paraître être un sujet qui donne à sourire. Et pourtant, il nous a semblé que c'était d'importance pour des raisons que Mathilde détaillera, notamment de santé, de droit à la ville, d'égalité entre les femmes et les hommes, entre autres choses, et puis d'écologie, j'y reviendrai. Il faut savoir que selon les villes, la dotation en toilettes publiques n'est pas la même. Je vais prendre le cas de Toulouse, qui est ma ville, dans laquelle il y a en moyenne un toilette publique pour 7000 habitants, alors que par exemple à Lyon, c'est un toilette public pour un peu plus de 2000 habitants. S'ajoute à cela que souvent, toujours dans la ville rose, il n'y a aucune signalétique. Si vous cherchez des toilettes publiques, que vous êtes en ville,
vous n'avez aucun moyen de savoir où elle se situe si vous n'êtes pas doté d'un smartphone et que vous ne faites pas des recherches sur les moteurs de recherche dédiés. Donc c'est un véritable problème qui touche beaucoup de personnes, nos anciens, nos anciennes, aussi les gens qui peuvent avoir des maladies qui nécessitent, qu'ils doivent avoir accès aux toilettes publiques. Donc c'est pour ces raisons qu'on a décidé de proposer cette PPL en partant du mieux-disant de ce qui existe nationalement et en demandant à ce qu'il y ait partout sur le territoire une toilette publique pour 2500 habitants, de manière à réparer, entre guillemets, les inégalités territoriales qui peuvent exister, y compris dans l'accès à la santé, aux toilettes, à l'hygiène et à l'eau, puisque derrière les toilettes publiques, il y a aussi un enjeu écologique. Il faut savoir qu'on utilise en moyenne 13 000 litres d'eau par personne chaque année via les toilettes. Donc il y a aussi des filières certainement à explorer, à développer, en matière notamment de toilettes sèches et autres, pour être économe dans la ressource d'eau qui est la nôtre actuellement. Bon, il n'a pas encore le métier, hein, mais ça rentre, Bon, en tout cas, blague à part, on a tous été confrontés à ce problème de l'accès aux toilettes. Quand on est dans une ville, c'est vraiment l'enfer pour trouver un endroit où se soulager. Je parle même pas de la spécificité des femmes, puisque un mec, bon, c'est un peu cracra, mais il sort le petit robinet, et puis il fait ça dans l'encoignure d'une porte, et puis roule ma poule. Pour une dame, c'est un peu plus complexe. Voilà. Maintenant, on va passer peut-être à la news suivante. On va parler maintenant de Monsieur Joël Guerriau. Joël Guerriau est un sénateur de la République. Il semblerait qu'il y a quelques années, il aurait eu ses réseaux sociaux hackés, puisqu'on aurait vu sur son Twitter ou sur Facebook, je ne sais plus quel réseau, son Instagram, une tub fièrement dressée, voilà. Donc ça faisait mauvais ordre et il avait déclaré que son compte avait été piraté. Les années passant, on se retrouve avec ce même sénateur Joël Guerriau et encore avec une affaire salace. On en vient à se demander si cela était vraiment le cas. En tout cas, il est soupçonné d'avoir drogué une députée. Il a donc été suspendu par son parti et son groupe parlementaire. On est dans la Macronie, une fois de plus, j'en ai parlé, je reparle chaque jour. Hein. Il n'y a pas un jour sans que je ne parle de Macronie. En tout cas, pour résumer, on pourrait mettre un titre de ce type-là. Guerriau, la politique dans un bocal d'ecstasy, puisqu'il est question d'ecstasy. Ah, et quand le Sénat fait un bad trip. Ah, j'aurais dû faire journaliste scandaleux. Ah, je suis scandaleux, mais je ne suis pas journaliste. Bon, en tout cas, parlons un petit peu de cette affaire qui, somme toute, réellement, n'a dans l'absolu rien de drôle. Le sénateur Joël Guerriau traverse une tempête politique après avoir été mis en examen pour des allégations aussi sérieuses que glauques. Oui, c'est glauque. Il est accusé d'avoir drogué une députée dans le but plutôt déplaisant de l'agresser pour lui faire 1000 turpitudes, pour la salir. Guerriau a donc été suspendu plus rapidement qu'un mauvais tweet par son parti, qui est Horizon. Les indépendants au Sénat ont également mis en cause le sénateur, confirmant ainsi que même en politique, il n'y a pas d'immunité contre les conséquences de ses actes. Bon, ça c'est ce qu'on aimerait croire, mais on sait bien que dans la pratique, souvent les gens s'en tirent à bon compte et tout cela n'est pas beau. Et tout cela n'est pas propre. Je le répète, somme toute assez régulièrement, mais c'est bien vrai. Les membres d'Horizon sont profondément choqués par ces révélations. On ne sait pas s'il s'agit d'un choc dû aux allégations ou par laquelle, plutôt par la vitesse à laquelle ils ont dû réagir, puisqu'ils sont choqués parce que
c'est un sénateur, ça va doucement, hein, tranquillou bilou. Hein. Donc là, vu que ça faisait scandale, ils ont dû réagir très très vite. En tout cas, ça les a peut-être un petit peu remués à l'intérieur, plus que les faits en eux-mêmes, puisqu'on sait bien que dans la politique, il y a toujours des dingueries. Les indépendants ont également exprimé leur déception en déclarant qu'ils avaient suspendu Guerriau, mais qu'il n'était pas question d'un pique-nique. Pique-nique, jeu de mots, pique-niquer. Ouais, bon, bah d'accord, ok. Mon humour est pas terrible. Bon, on a parlé d'ecstasy, on a parlé de la... Je sais plus si c'était la drogue des violeurs qui lui avait donné en plus. Enfin, je ne sais plus trop. En tout cas, lui, il était bourré à fond. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a fait une analyse de sang. Le sénateur... Cocaïne, ecstasy, chichon, la totale. Il a tout. Il n'y a que le VIH qu'il n'a pas. Donc, en parlant de substances illégales, des stupéfiants ont été découverts lors des perquisitions à son bureau et chez lui. Eh oui. Alors, on a, là, j'ai pas la séquence, mais on a l'avocate de la plaignante qui a déclaré qu'elle allait se constituer partie civile, transformant ainsi cette affaire en un mélange de thriller politique et de série judiciaire. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle est plutôt gironde, la députée. Attends, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié, j'ai mis sa photo, vous la voyez sur la présentation donc, de cette vidéo. Sandrine Josso. Plutôt une jolie femme, mais assez masculine. Hein, assez masculine quand même. Attendez, je crois que j'avais fait un truc. Attendez, on va aller voir. Je crois que j'avais réagi à cette histoire. Ah, voilà, elle est là. Elle est là, la gourgandine. Attendez, est-ce que vous la voyez, la gourgandine? Voilà. Bon, voilà. Mais assez masculine, hein, quand même. Elle a de la mâchoire. Elle a une mâchoire de chat, hein. Donc, elle est députée Sandrine Josso qui a rendu fou de désir malsain notre cher sénateur Joël Guerriau. Il aime les femmes masculines, le bougre. Sinon, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre dans la Macronie. Oui, je le disais. Voilà, je le disais. Je me répète un petit peu, hein, quand même. Hein. C'est fou, hein. C'est la vieillesse, hein, je pense. C'est la vieillesse. On va passer à la petite nouvelle suivante du jour. Et la petite nouvelle du jour, elle concerne, là maintenant, les actes antichrétiens. On nous parle des actes antisémites, on nous parle des actes islamophobes. Mais par contre, c'est vrai que les actes antichrétiens, les meurtres, les dégradations, les coups découpés, c'est marrant quand ça concerne la religion historique de ce territoire. Eh bien, c'est marrant, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, que tout le monde en a rien à battre. Et ça m'énerve, ça me met colère, ça me met tout chafouin. Hein, et vous savez comment j'aime à être chafouin? Série live et vieux, merde alors, ça change ma vie. Ah bon? Toujours Nantes comme les flics ou nos sénateurs, c'est un vrai vivier. T'as pris de la drogue, là, Stest? T'es comme le sénateur? T'as pris des drogues? La petite Suze ou le petit Ricard? On va savoir, c'est dimanche. Dimanche, c'est festif. Bon, en tout cas, blague à part, effectivement, on a des actes antichrétiens. On en parle de façon très anecdotique, toujours dans les faits divers. Et quand c'est un acte antisémite, vous avez vu, je sais plus, à Strasbourg, il y a un mec de 51, 52 ans, je sais pas, il avait fait des tags antisémites, écriés, alors on sait pas l'origine du mec, mais c'est pas vraiment important. Par contre, il s'est pris 18 mois ferme. Eh oui, 18 mois ferme. Dans 61 ans, je crois que le gars. On a dès qu'il y a un tag sur une mosquée un mollah se fait bousculer, un tantinet, c'est le cœur des sacrifiés. On en parle à terre larigot. On a eu des curés qui se sont fait décapiter à coups de couteau mal aiguisés. C'est à peine si ça a été abordé. Hein, voilà. Donc là, on va traiter deux petits sujets qui sont dans cette mouvance-là et qui me rendent un petit peu chafouin, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont traités comme de simples faits divers, alors que en nombre, ils sont largement supérieurs
à tous les autres événements qui attaquent des religions ou des communautés. Voilà, comme le dit Daemus, 2 poids, 2 mesures, c'est la justice actuelle. Et ça me contrarie énormément. Vous voyez, là, je suis chafouin. Ah, voilà. Alors là, c'est à Rouen que ça se passe. La basilique du Sacré-Cœur pillée et vandalisée. Donc, la basilique du Sacré-Cœur à Rouen a été la cible d'une soirée festive, mais pas très sainte, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2023. Des vandales, visiblement en manque de culture, ont décidé de faire un tour express dans l'édifice, laissant derrière eux un tableau bien peu divin, je vous l'assure. Le curé de la paroisse, le père Godefroy de Touche, a partagé son désarroi dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Le gars, il qualifie clairement l'état de la basilique comme épouvantable. Ils ont tout cassé. Les statues, les vases sacrés. Ah oui, en plus, ils ont volé des trucs. Hein, donc, des vases sacrés ont été volés. Bon, on va les choper. À part si ils les ont pris pour les casser autre part, ils vont se faire choper à cause de ça. Hein, c'est couru. Au final, on se demande s'ils cherchaient à organiser une soirée à thème du genre « Faites votre propre culte ». Voilà, ils s'amusent. Voilà. Ou alors, c'était un culte païen, le retour au culte païen. Ou alors, c'est des personnes d'une autre confession qui se sont dit « Tiens, on va les casser du cateau ». Franchement, je suis dégoûté. Donc, face à cette attaque divine, une plainte a été déposée et une enquête est ouverte pour retrouver les malheureux qui ont confondu une basilique avec une salle de jeu. Ouais, voilà. Donc, la communauté chrétienne locale est encore sous le choc et prépare une messe régulièrement. Il y en a déjà une qui a été faite jeudi. Et celle d'aujourd'hui, donc dimanche, est encore consacrée à cet événement. Donc on espère que la prochaine fois, les vandales auront la décence de choisir un endroit moins sacré pour assouvir leur pulsion créative, puisque la destruction à ce point-là, bon, j'ai pas la vidéo sous le... Attendez, on va peut-être essayer de trouver la vidéo en question. J'aurais peut-être... Ah bah tiens, c'est peut-être celle-là. Attends, on va regarder. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi cette semaine. Oui, il s'agit de la basilique du Sacré-Cœur et selon le curé de la paroisse, une statue a été brisée et des vases sacrés ont été volés. On parle de dizaines de milliers d'euros de dégâts. Une plainte a été déposée et une enquête ouverte. Je vous propose d'écouter la réaction du père Geoffroy de la Touche. Chers amis, la basilique du Sacré-Cœur a été cambriolée. Son état est absolument épouvantable. Une statue a été cassée, des vases sacrés ont été volés. L'autel, le chœur est dans un état épouvantable, cassé par chance ou grâce et providence. Le Saint-Sacrement n'a pas été volé, mais tout cela est vraiment dans un état absolument épouvantable et dramatique. Je vous invite, frères et sœurs, à prier pour nous, pour la paroisse. On va s'occuper, toujours sur la même thématique, un autre fait divers, la Drôme. Dans la Drôme, le prêtre de l'église Saint-Joseph de Valence a été menacé d'égorgement. Ouais. Donc, autant dire que Valence est sous tension. Le prêtre menacé de découpe express. Et ça se passe sur Discord, alors merci Discord. Oh, dans un élan de tolérance et d'ouverture d'esprit, un individu probablement en manque de câlin a décidé de menacer le prêtre de l'église Saint-Joseph à Valence via Discord, le réseau social préféré des menaces d'égorgement, il semblerait, eh oui. Une source policière nous assure que ce n'était pas un malheureux malentendu, mais bien une tentative artistique contemporaine de menacer d'égorgement et de prévoir la destruction prochaine d'un lieu de culte, puisque on promettait donc à ce prêtre de lui couper le kiki de façon propre, hein. Donc de séparer le corps, le tronc de la tête, et accessoirement également, là encore, de dégrader le lieu de culte.
Donc c'est un acte anti-chrétien, anti-catholique. Là, effectivement, c'est une brève, vous voyez, c'est une brève de quelques lignes. Bon, vous me direz, ouais, mais bon, des menaces, il y en a partout, il y en a tout le temps. Oui, oui, certes, mais vous remarquerez qu'un vieux tag pourri sur un mur, qui est même pas obligatoirement avec des intentions mortifères, va nous faire la une, ou en tout cas, on va nous en parler dans plein de... Là, on a un vieux entrefilet dans quelques pages, je suis même pas certain qu'il y ait une dépêche AFP. Si quand même, il doit y avoir une dépêche AFP. Mais c'est même pas certain. C'est même pas certain. Bon, en tout cas, cela est surprenant, mais le suspect a choisi le réseau social Discord comme plateforme pour exprimer ses intentions peu amicales envers le prêtre. Autant dire que Discord est complètement fliqué, donc le gars sera retrouvé sans aucune difficulté, à part s'il est passé par moult VPN. On peut se demander si les menaces d'égorgement sont la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, ou si cet individu a simplement mal compris le concept de discussion en ligne. La source policière indique que depuis l'attentat d'Arras, les services antiterroristes sont en alerte maximum, comme si menacer d'égorgement n'était pas déjà un signe de comportement pacifique. Eh oui, pacifique. Dans un acte de solidarité avec les menaces religieuses, de nombreux établissements éducatifs ont également été la cible d'alertes à la bombe. Vous l'avez vu, hein, c'est vrai que c'est comme dirait assez systémique en ce moment, démontrant ainsi que la créativité de certains individus ne connaît pas de limite, sauf celle, eh oui, du bon sens. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est dommage, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Voilà. La justice préconise une tape sur la main, voilà ma prédiction. Eh oui, je pense, mon cher Déomus, que tu as raison. Je pense que tu as raison. C'est dans l'ordre des choses, vu que c'est devenu la fête de Noël à Nantes, ça on l'a vu, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore, donc là, je pense que niveau néfaste, on a fini. Donc, on va finir avec Oussama. On va peut-être d'abord essayer, on va traiter la petite news un petit peu plus légère. Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews paru le samedi 18 novembre, 49% des Français sont favorables à une interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires. Alors moi, déjà à titre personnel, je trouve c'est quand même curieux de faire un sondage sur ce sujet. Déjà de base. Après, d'un point de vue personnel, je vois pas très bien pourquoi on pourrait pas faire la grève pendant les vacances scolaires. Je dirais que c'est même préconisé à la limite. Une grève, ça doit. Si c'est faire une grève dans ton coin et tu ne gênes personne à part toi-même et ton tiroir-caisse, je vois pas l'intérêt. Une grève pour être efficace doit être le plus perceptible par la population, qui fera pression sur le gouvernement, sur les établissements, pour que les choses avancent. Ça me paraît normal. Et que 49% des Français sont favorables à une interdiction des grèves dans les transports, je trouve ça inique. Alors que je subis ces problèmes de grève. Mais je trouve que d'un point de vue pragmatique, on peut pas dire ça. Donc, on va un petit peu lire cet article, en tout cas, on va l'aborder. Donc, pour résumer, on pourrait mettre en titre un truc du genre « Vacances sans grève, la France en quête d'un miracle ou d'un bon plan pour éviter les retards. » Bah oui, s'il n'y a pas de grève, il n'y a pas de retard, c'est bien connu. Hein. Donc, en tout cas, ce sondage de l'Institut CSA pour CNews révèle que les Français sont aussi, eh oui, divisés sur l'interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires que sur le choix du fromage au dîner.
pour ceux qui prennent du fromage. 49% sont favorables à cette mesure, un chiffre en hausse depuis février 2023, lorsque la France se débattait avec des mouvements sociaux contre la réforme des retraites. Cependant, les 50% qui disent non semblent déterminés à défendre leur droit de grève comme on défend sa baguette dans une boulangerie bondée, c'est-à-dire à coup de tête. Les seniors semblent particulièrement enthousiastes à l'idée d'une pause dans les grèves, avec 60% des 65 ans et plus soutenant l'interdiction de grève. En revanche, les jeunes, toujours prêts à remettre en question l'autorité, sont majoritairement contre, à 60% chez les moins de 35 ans. La catégorie socio-professionnelle et le genre n'influent guère sur l'opinion. Eh oui, que tu sois un chef d'entreprise multimilliardaire ou un laborieux qui se lève à 5h du mat pour sortir les poubelles, eh ben, il n'y a pas de différence. En fait, c'est suivant, c'est interprofessionnel. C'est comme ça. En tout cas, cela montre que dans le monde dans la contestation des grèves, tout le monde est à égalité. Eh oui. Cependant, la vraie bataille se joue sur le terrain politique. En effet, à gauche, 66% s'opposent à l'interdiction. Eh oui, pas moins que ça, hein. En particulier les sympathisants de la France insoumise qui semblent prendre leur insoumission au sérieux avec un rejet massif à 75%. À droite, les Républicains sont en tête pour interdire les grèves à hauteur de 75%. Qui sait que ça étonne, hein? Qui sait que les Républicains soient contre les grèves? Tandis que chez Renaissance, donc les macronistes, les partisans du oui l'emportent à 62%. Comme c'est étonnant, entre les républicains et les macronistes, il n'y a que 2% de différence. Eh ben dis donc. Parce que bon, chez les macronistes, t'as du socialo, hein, mais les socialos, c'est pareil, hein. Les républicains, les macronistes, les socialos, c'est le même terreau. Et voilà, moi je vous dis ça. Vous remarquerez que on va nous parler des insoumis, mais on ne nous parle pas des électeurs du Rassemblement national. Pourquoi? Puisque les électeurs du Rassemblement national étant assez éclectiques, ils sont représentatifs de la population globale. Donc, ils ont des taux, somme toute, lambda, et pas assez outrés dans un sens ou dans l'autre. La proposition de loi inspirée de l'Italie, nos amis italiens, visant à interdire les grèves pendant les vacances, risque toutefois d'être aussi bien accueillie que l'idée d'un repas sans vin en France. Eh oui, un repas sans vin, c'est un repas très vin. Oh oui, c'est pas mal ça. Un repas sans vin, c'est un repas vin. C'est bien. Étant donné que le droit de grève est sacré comme une baguette fraîche. Ouais, j'étais très très baguette en écrivant tout ça. Même si parfois difficile à avaler constitutionnellement. Bah oui, puisque le Conseil constitutionnel, normalement, débouterait toute loi ou décret qui voudrait interdire le droit de grève. Donc tu peux toujours mettre en place, et ça a été fait, ça existe déjà, un service minimum, mais tu ne peux pas interdire une grève. C'est comme le droit de grève, c'est un élément essentiel de notre droit. Hein. Des gens sont morts pour ça, et pas qu'un peu. La ressortie d'un texte, somme toute, assez célèbre, puisque Oussama Ben Laden a de nouveau la cote, 21 ans après sa sortie, de sa lettre à l'Amérique, qui devient virale sur TikTok. C'est une lettre qu'il avait écrite 1 an après les événements où des avions s'étaient perdus dans la brume et avaient éclaté 2 tours jumelles à New York. Souvenez-vous, quelle émotion. C'est l'émotion, c'est émulsifiant même, dirais-je. La lettre à l'Amérique de Ben Laden, le retour inattendu sur TikTok, ça c'est quand même assez classieux. Dans un épisode surprenant de la saga TikTok, la lettre à l'Amérique d'Oussama Ben Laden, rédigée il y a près de 21 ans, a soudainement
fait un retour en force dans les charts. En plein conflit entre Israël et le Hamas, la lettre a refait surface sur la plateforme de médias sociaux, provoquant même sa suppression du site du Guardian, victime d'un effet stressant inattendu. Eh oui, eh oui. En fait, ils ont supprimé la lettre, du coup, ça n'a fait qu'en faire parler encore plus. Et puis, avec les aspirateurs, rien ne disparaît véritablement. Hein. Donc, on peut toujours retrouver la version d'une page qui n'existe plus sur un grand média. Ça va sans dire. La lettre, publiée 1 an après les attentats du 11 septembre, détaillait les motivations de Ben Laden et critiquait sévèrement Israël pour son crime, entre guillemets, d'occupation des terres palestiniennes. Sur TikTok, elle a été partagée plus rapidement, effectivement, plus rapidement que une balle de fusil. Je ne suis pas sûr que l'image soit pertinente. Bon, en tout cas, on va dire qu'elle a été partagée plus rapidement que des vidéos de chats mignons. Oui, créant un tel buzz que le Guardian a retiré la version complète de son site, craignant que les internautes ne manquent pas de déplacer, ou plutôt de replacer ce joyau de la rhétorique terroriste dans son contexte. Son contexte. J'arrive plus à parler, moi. C'est quand même fort, hein. Ah oui, parce que ça, c'est un petit peu comme Mein Kampf. Mein Kampf, le site du dictateur allemand, ils font des rééditions, mais ils te font une réédition dans le contexte avec des commentaires, chaque phrase, en recontextualisant le truc. Là, si tu prends la lettre à l'Amérique d'Oussama Ben Laden, comme ça, stricto sensu, en fait, compte, où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Je vous le demande. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? En tout cas, là, cet événement donne une nouvelle jeunesse à la lettre Ben Laden, voilà, prouvant que même dans l'ère de la danse renversante et des vidéos comiques, l'histoire peut toujours faire un retour fracassant. Surtout si elle est accompagnée d'un peu de terreur classique. Un petit peu de terrorisme, ça n'a jamais fait de mal à personne, en tout cas à personne, outre les victimes, hein, bien sûr. En tout cas, cela fait faire des vues sur les réseaux sociaux et cela fait vendre du papier. Et oui, et oui, et oui. Bon, voilà. Bon, on a fait le tour des popotes que j'avais prévu pour aujourd'hui. Hein. Bon, c'était somme toute assez sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, maintenant, on va aller voir un petit peu cette histoire de la Drôme. Alors, on va aller voir sur X. Alors, si je tape petit village dans la Drôme. Drôme. Je tape Drôme. On va mettre Drôme. On va déjà voir s'il y a des trucs qui sortent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Drôme. Drôme. Elle est pas mal, celui-là. Attendez, d'abord on va regarder ce que vous dites. Nantes, pour rester dans le truc, j'habite à 10 minutes. Je l'ai mis dans Discord. D'accord, Super 7. Merci Super 7.